Bon, j'ai continué en français parce que M. Hahn a déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois cet exposé. Donc d'abord, je vais vous donner un petit peu de l'historique rapidement de l'origine de ce projet. Donc moi, je m'appelle Gilles Fédac, je suis chercheur à l'INRIA, je travaille à l'ENS Lyon. Mais le thème de recherche est plutôt autour du système distribué et système parallèle. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé à peu près en avril-mai l'année dernière avec M. Rai Hu, qui est ici, qui est professeur à l'Académie des sciences en Chine, à Pékin. En septembre, on a eu la chance de présenter ça à la DEFCON, Ethereum. Et là, l'équipe s'est agrandie. Et maintenant, on est avec Hamid, Mehdi et Julien, qui participent aussi à ce projet. Donc, je vais essayer de vous présenter assez brièvement ce que c'est. Bon, l'idée, c'est de faire des infrastructures. C'est plutôt un projet orienté en infrastructure, on va dire. On essaie de faire du cloud computing de façon distribuée. Et on essaie surtout de le faire à partir de la blockchain. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée. Bon, l'idée, en fait, je vais essayer de rebondir sur ce que Tidja, tu viens de nous présenter. C'est qu'effectivement, on peut utiliser les blockchains comme un substrat pour faire de l'exécution d'applications distribuées. D'accord ? Donc, on peut effectivement les programmer en utilisant des smart contracts, déployer ces smart contracts sur une blockchain type Ethereum. Et donc, ça nous fait des applications distribuées. Ces applications distribuées, elles ont vraiment des propriétés intéressantes. Enfin, moi, c'est mon opinion. Je trouve qu'il y a vraiment des choses nouvelles. On a le consensus, on a de la résilience, on n'a pas besoin de rebooter, on fonctionne quasiment sans serveur, on va dire. On a de la traçabilité, on a vraiment plein de choses qui sont assez neuves, je trouve. Mais, ce qui a été très bien noté tout à l'heure, on a aussi des énormes limitations. Donc, par exemple, le stockage est extrêmement cher. Si vous voulez stocker des gigas sur Ethereum, évidemment, c'est pas possible. On a une machine virtuelle qui est extrêmement lente. Et on a aussi des latences qui sont les temps de validation de transactions sont longs. Donc, ça veut dire utiliser des transactions pour synchroniser les choses. Évidemment, le temps de latence est beaucoup trop lent. Donc des fois, on a envie d'aller au-delà de la blockchain, typiquement dans le cas précédent, par exemple, le calcul homomorphique. Et donc, on a envie d'aller off-chain pour essayer d'avoir un peu plus de ressources supplémentaires pour ces applications qui s'exécutent sur la blockchain. Et la situation est d'autant plus choquante qu'en réalité, on a une énorme puissance de calcul qui est mise en œuvre pour le consensus. C'est-à-dire qu'actuellement, dans Ethereum, on doit avoir, je crois, 10-15 000 nœuds, un truc comme ça. Certains nœuds étant absolument énormes, parce qu'on a des mining farms qui peuvent être à plusieurs pétaflops. Donc on a une espèce d'énorme décalage entre la puissance disponible pour les applications et l'infrastructure qui, elle, est absolument énorme. On a vraiment des supercalculateurs là, pour le coup, en termes de puissance créée. Donc on peut essayer de faire les choses un petit peu mieux et pourquoi pas essayer de redonner un peu de puissance de calcul qui est uniquement, pour l'instant, utilisée pour maintenir le consensus dans la blockchain aux applications qui tournent sur la blockchain. C'est un petit peu le point de départ du projet. Donc nous, l'idée, ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à donner aux applications qui s'exécutent sur la blockchain des accès à des ressources off-chain. Et ce qu'on appelle ressources, c'est des capacités de calcul, des accès à des données, à des applications, éventuellement à des services ou des choses comme ça. Évidemment, on peut le faire en utilisant une blockchain, tant qu'à faire. Et donc l'idée, c'est d'organiser une sorte de marché global, on appelle ça aussi market network, ce type de choses, de la ressource de calcul. Donc typiquement, ça marcherait de cette façon. On se base sur Ethereum. Donc on peut avoir un utilisateur, en fait c'est plutôt un développeur d'applications distribuées, de dApps, qui s'adresse à notre cloud distribué pour y trouver des applications, des données, des ressources. Et puis ensuite, nous, le système à exec, donc ça en fait c'est des smart contracts qui font la publication des ressources et le provisionnement des ressources. Puis notre machine à exec, elle s'occupe une fois que les ressources ont été provisionnées, de les déployer sur les ressources de calcul, bouger les données, s'occuper de l'exécution des tâches, etc. Enregistrer la transaction une fois qu'elle a eu lieu sur la blockchain Ethereum, puis faire les paiements qui vont bien, et rendre finalement le résultat à l'application distribuée qui l'avait demandé. Donc ça, c'est vraiment la vision globale et en un mot. Et une des choses qui est intéressante, c'est que ça c'est aussi mon avis, je ne suis pas forcé d'être d'accord avec moi, mais cette idée de cloud distribué, c'est quelque chose qu'on sent arriver. On le sent arriver parce que bon, de toute façon en informatique,
on centralise, puis on se rend compte qu'on atteint certaines limites, donc après on redécentralise, hein, c'est du mainframe au desktop, de Internet au cloud, etc. Et là on sent bien que les data centers sont très centralisés, ça commence à poser énormément de problèmes. D'abord parce qu'on est obligé de les mettre dans des endroits où l'électricité coûte très peu cher, ou dans des endroits où on a du free cooling, donc ça a plutôt tendance à éloigner les data centers des producteurs et des consommateurs de données. Donc on peut avoir envie de faire les choses autrement. Et là par exemple, je vous ai donné des exemples, mais des choses qui sont un petit peu recherche start-up, pour l'instant c'est pas encore, on va dire, mainstream. Ça c'est à l'université de Rutgers, que vous avez, donc Rutgers c'est vers pas très loin de New York. C'est l'équipe de Parachar, je crois, qui fait ça. Donc vous avez ça s'appelle Parasol. Le Parasol c'est du StrongArm avec des batteries et puis un panneau solaire. Donc c'est totalement autonome en énergie. Ça ne pompe pas d'énergie pour fonctionner sur le réseau électrique. Alors là, vous les connaissez peut-être, ces Carnot, c'est des radiateurs. Donc c'est les radiateurs, c'est en fait le CPU qui chauffe votre appartement quand il fait du calcul. Et là vous avez la même chose mais en version chaudière. Il y a encore un marché pour le grille-pain, et une des choses aussi qu'on va voir arriver, je pense, qui est assez intéressant, c'est tout ce qu'on appelle fog et edge computing. Donc, fog et edge computing, c'est l'idée de dire, on va, dans le réseau, on va être capable d'avoir des points où on a suffisamment de calcul et de stockage pour arriver à s'appuyer là-dessus pour distribuer on va dire les data centers. Là, on est en train de faire des études qui montrent que, par exemple, pour Orange, ça a peut-être du sens, effectivement, d'utiliser leur infra pour distribuer le data center. Donc voilà, on est un peu dans cette idée-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, il y a une bonne partie des technologies qui sous-tendent cette idée de IXL que nous, on développe depuis très longtemps. C'est vraiment mes thèmes de recherche en tant que chercheur à l'INRIA. C'est ce qu'on appelle desktop grid computing. Donc desktop grid computing, vous le connaissez sûrement sous le nom de calcul volontaire computing, des projets comme Brink, Cetiato. Donc c'est vraiment l'idée on prend des desktops, des machines de bureau, sur Internet lorsqu'elles sont inutilisées et on s'en sert pour réaliser des calculs parallèles de grande taille. Ça peut paraître un petit peu exotique, mais c'est en fait quelque chose qui est qui fonctionne bien depuis très longtemps. Nous, les logiciels qu'on a développés ont beaucoup de caractéristiques déjà assez avancées. On peut faire de la virtualisation, on a de la sécurité forte, des choses qu'on utilise dans les centres de calcul, du CERN, des choses comme ça, du CERN. On sait faire un peu de qualité de service. On l'a appliqué à beaucoup d'applications différentes, et notamment une des choses très intéressantes, très importantes sur lesquelles on a travaillé à peu près de 2007 à 2012, c'était ce qu'on appelait la European Desktop Grid Infrastructure. Donc c'était à peu près, je crois, 11 sites en Europe, donc Hongrie, Angleterre, Espagne, différents pays d'Europe, et on connectait à peu près 200 000 nœuds, et on connectait ces nœuds, donc des PC et puis des machines de serveurs, aux grids informatiques de la science dure, typiquement l'IN de P3 en France, les expériences du LHC, ce genre de choses. Donc c'est intéressant parce qu'on sait bien faire quelque chose qui est, on mélange des infrastructures dans lesquelles on a de la confiance avec des infrastructures dans lesquelles on a très peu de confiance. Et ça, c'est des choses qu'on a appris à faire. Ça, je vais passer rapidement, sinon on va pas arriver à passer sur les minutes. Donc, voilà. Donc, dans la blockchain, on a des systèmes qui sont capables de gérer les ressources sur des infrastructures distribuées. Et il y a une partie des choses qu'on a envie de faire sur la blockchain. Et quand on essaie un peu de comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça, ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est qu'il y a des choses qu'on sait très bien faire. Par exemple, publier des ressources. Donc voilà, ça c'est tel serveur, ça va être telle application. Ça c'est pas très compliqué. Grosso modo, c'est la description. Et on peut l'écrire sous forme de smart contract. Le provisionnement des ressources, c'est pas si compliqué. Il suffit de rajouter quelques flags en disant voilà, je vais payer et tout. La description, donc ça c'est classifier les ressources. Le matchmaking, c'est des choses comme, par exemple, j'ai une application qui a besoin d'une machine qui fait au moins 5 gigas de mémoire, et donc j'ai une machine qui fait au moins 5 gigas de mémoire. Une minute seulement. Je suis obligé de passer rapidement alors. Donc, ça c'est facile, et là on va avoir des choses qui sont très compliquées, dont on sait qu'on ne peut pas les faire tourner sur la blockchain, comme par exemple des algorithmes de scheduling multicritères. Donc ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, je suis obligé de passer. Donc j'arrive directement à la conclusion. Donc la conclusion c'est que donc c'était un projet de recherche qui a avancé très rapidement.
Donc là, on en est où? On en est, nous faire deux annonces. Donc on a un white paper que vous pouvez lire, à condition de venir sur notre Slack. Pour ça, il faut envoyer un email à slack@iexec, donc iex.ec. Si vous le faites, vous serez les bienvenus pour en discuter. On vous enverra le white paper. On a aussi un projet de financement, on va dire par crowdfunding, par ICO, pour cette chose-là. Donc voilà, on donne à peu près la roadmap, donc ça serait sur 4 ans. Et on accueille toute personne qui désire voir cette chose arriver pour permettre de faire des applications distribuées qui soient vraiment conséquentes, qui puissent changer l'informatique, qui nous amènent vers un nouveau cloud distribué, qui soit plus intelligent, vert, qui sauve la planète et qui trouve des reins, voilà exactement. Par calcul homomorphique, j'ai trouvé mon doigt. Merci. Excusez-moi, je dis une question parce que c'est le sujet est intéressant parce que c'est une ce qu'on attend d'Ethereum, c'est effectivement les applications distribuées, une belle vision. Je pense que vous mettez un peu le layer qui manquait peut-être dans Ethereum, et c'est là où la vision est vachement intéressante. Merci. J'en suis convaincu aussi. Non mais c'est vrai que je suis arrivé sur Ethereum pas du tout sur ce sujet-là. Au début, ce que je voulais faire, c'était la traçabilité énergétique des données. Donc vous avez un fichier, combien il a fallu de jours pour le créer? Ça, dans les infrastructures scientifiques, c'est extrêmement important. Vous avez toujours le choix entre détruire un fichier ou le recréer. Et la bonne décision, vous la prenez sur l'énergie qui a été consommée. C'est une des façons de prendre la bonne décision. Et effectivement, en essayant d'implémenter ce type de système, je me suis rendu compte que Ethereum, au début, c'est génial, mais il y a trop de choses qu'on ne peut pas arriver à faire. Donc, on a besoin de faire plus. Le gros challenge, ça va être quand même le modèle économique, dans la mesure où le cloud n'est pas gratuit. Et ça va être un problème. Alors, le modèle économique, c'est... je pense qu'il faut vraiment tirer des avantages de la blockchain, c'est-à-dire typiquement être capable d'organiser des marchés. Et pour ça, c'est très bien. Donc des marchés, ça veut dire des offres et des demandes dans lesquelles nous, on n'intervient pas. On laisse les gens faire leurs offres et leurs demandes. Ce qu'on offre, ce qu'on permet, c'est le framework pour le faire, on va dire. Et nous, ensuite, comme société, je pense qu'on a plein de modèles économiques pour arriver à vivre bien. Il y a deux choses en fait, typiquement. Pour ce type d'infrastructure, il y a deux problèmes principaux. Premier problème, c'est la confiance et la qualité de service. Donc si vous laissez faire le marché comme ça, comment est-ce que vous arrivez à avoir confiance dans les différentes offres? C'est pas un problème si simple, et typiquement c'est quelque chose qu'on peut faire payer. Et puis l'autre problème, c'est la qualité de service. C'est-à-dire que nous, on sait faire quelque chose, par exemple, quand on utilise des desktops, c'est des machines très volatiles, nous, on arrive quand même à donner une garantie de temps d'exécution pour un gros sac de tâches, comme des choses assez parallèles, pour des micro-tâches. On sait provisionner les ressources stables au bon moment pour quand même arriver à donner de la qualité de service. Donc ça, c'est typiquement, à mon avis, les deux leviers sur nous, lesquels on peut arriver à vivre, j'espère, à vivre bien. Aujourd'hui, les calculs off-chain, en dehors de la blockchain, soit pour des raisons de sécurité, passent par des oracles ou des Microsoft Decryptless. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait du code qui soit répétable, qui ne gâche pas le consensus entre les différents nœuds de la blockchain. Comment vous assurez cette sécurité? Parce que si le calcul est fait en dehors de la blockchain, comment, par quel mécanisme? Il y a plusieurs mécanismes. Effectivement, il y a beaucoup d'approches pour faire ça. Alors, il y a les approches, on va dire quasi pas brutales, mais moi que je trouve très compliquées, qui sont les approches, on va dire cryptographiques, par preuve de calcul. Moi, j'ai l'impression que ces choses-là sont assez difficiles à appliquer dans le cas général. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire dans les systèmes type desktop grid, c'est de la redondance, du vote, du blacklisting. Donc, grosso modo, j'ai une tâche, je la fais faire de nombreuses fois. Alors ça, c'est la version la moins économe. Je la fais faire de nombreuses fois, puis je fais du vote à la majorité pour savoir quel était le bon résultat. Ça, c'est vraiment la version la plus coûteuse. En desktop grid, ça marche bien parce que de toute façon, on a beaucoup plus de demandes que d'offres en termes de calcul. Donc, il faut que les gens soient toujours occupés à faire du calcul. Sinon, les volontaires partent. C'est un problème psychologique. Mais on a plein de techniques pour diminuer ça de manière drastique. Donc, on peut faire
faire plein de choses. On peut avoir des systèmes de réputation. On peut forcer les gens à engager de l'argent s'ils se sont mal comportés. On les punit en gardant ce qu'ils avaient engagé. Voilà, on peut arriver, à mon avis, à diminuer ça. Bon, il y aura toujours un surcoût, hein, ça c'est sûr, il y aura toujours un petit surcoût. Et il faut arriver effectivement là aussi à trouver un petit modèle économique. On va s'arrêter là parce qu'on est en retard sur toute la possibilité d'arrêter de...